Je suis Sylvain Arité, je viens du Togo. Ça fait 10 ans que je suis en Suisse. Pour couper court, mes 3 enfants sont nés ici. Alors, pourquoi j'ai quitté le Togo? Vous devez le savoir. Au Togo, après mes études, j'ai fait 2 ans de comptabilité à l'université au Togo. J'aimerais bien être journaliste. Déjà au lycée, j'ai commencé à écrire, à faire un peu de la radio, mais il n'y avait pas d'école de journalisme au Togo. Donc, je me suis formé sur le tas. J'ai quand même acquis 5 ans d'expérience en journalisme. J'ai travaillé dans une presse privée qui s'appelle Tingo Tingo. J'ai travaillé pendant 1 année dans une radio aussi à Lomé au Togo. Donc, vous comprenez que comme partout ailleurs, souvent en Afrique, il n'y a pas une liberté d'expression. Quand un journaliste veut dire certaines vérités à des dirigeants africains, il ne l'accepte pas. Donc, certes, c'est mon cas. Donc, nous voulons dire certaines vérités à nos dirigeants qui nous dirigent avec un coup de bâton. Plus que ça, c'est un pays dictatorial, le Togo. Pour couper court, pour raconter et pour dire ce que c'est que le Togo, c'est un pays dictatorial. Le pourquoi je le dis, ce n'est pas moi qui le dis. Ça fait presque 50 ans qu'une seule famille dirige ce pays. Le père a fait 8 ans au pouvoir, le père est décédé, c'est son fils qui l'a succédé. Alors que la constitution togolaise ne le permettait pas. Donc il y avait un coup de force de l'armée togolaise qui d'ailleurs a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo. Donc l'armée s'est imposée et a imposé le fils du dictateur Ignace Ngouéa. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi, personnellement, et que je dois quitter le Togo? Au Togo, nous avons une cérémonie qui s'appelle Épée Soso, c'est-à-dire la prise de la pierre sacrée. La pierre sacrée, pour vous, vous ne pouvez pas le comprendre parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous l'expliquer, mais c'est une cérémonie. Pendant cette cérémonie, il y a les prêtres vaudous qui vont dans une forêt sacrée et après cette cérémonie, on doit aller chercher des pierres, mais pas sélectionner des pierres, mais c'est le spiritualisme qui doit guider les prêtres vaudous et leur initier à prendre une pierre. Et quand on prend une pierre, la pierre peut avoir une couleur blanche, une couleur rouge, une couleur noire. Et je vous explique. Et quand la pierre est de couleur blanche, pour nous, cette pierre prédit l'avenir. C'est-à-dire, quand la couleur est blanche, ça veut dire que cette année au Togo, il y aura la paix, il y aura d'abondance dans tous les domaines agricoles, culturels ou politiques. Là, c'est bien. Et les politiques sont contents. Mais quand la pierre, elle est rouge, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de dangers sur le plan social et politique. Et, mesdames et messieurs, j'ai 42 ans. Mon grand-père est le chef vaudou, là où se fait cette cérémonie à Anéro, c'est au sud du Togo. Mais depuis que moi je suis né, depuis que j'ai vécu dans ce pays, on ne prenait que la pierre blanche, tout le temps. Mais une fois, j'ai poussé la curiosité à demander à mon grand-père, qu'est-ce qui se passe que tous les années, vous ne prenez que la pierre blanche? Là, en tant que journaliste, il m'a dit c'était une vérité. Et c'était justement en 2004-2005. Il m'a dit, Sylvain, sans te mentir, des fois, on est obligé de mentir à tout un peu. Des fois, la pierre n'est pas blanche. Et pourquoi vous mentez au peuple? Nous sommes obligés. Pourquoi vous êtes obligés? Ce sont les autorités politiques qui nous obligent à dire, voilà, la pierre elle est blanche. Parce que si vous dites à la population que vous allez prendre une pierre, peut-être rouge, noire, alors ça ne reflète pas une bonne image de leur politique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Togo. Donc vous devez leur dire que la pierre elle est blanche. Ça veut dire que le Togo va bien sur tous les plans politiques et sociaux. Ainsi donc, près de 200 ans se faisait cette cérémonie. Et sous la dictature des Nyansingé dont je vous parle, on ne prenait que la pierre
blanche. Et moi, quand j'ai su cette vérité, il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de journalistes d'ailleurs qui connaissent cette vérité. Mais personne n'osait dire exactement la vérité à la population parce que de peur de représailles. Soit on vous assassine, soit on vous arrête et vous allez en prison. Et je vous dis la vérité, la prison au Togo, ce n'est pas la prison en Suisse. Hein. La prison au Togo, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Si vous allez en YouTube, tapez 3 fois la prison au Togo, vous allez voir les images. Quand on vous envoie en prison au Togo, si vous faites encore 10 ans, 13 ans, après vous allez voir que vous êtes sorti de la prison. Je ne rigole pas, ça fait mal quand je raconte cette histoire. Hein? Et moi, j'ai osé en tant que journaliste, j'ai osé écrire beaucoup d'articles sur ce que c'est que ce régime-là. Comment ça se passe, qu'ils manipulent les prêtres vaudous, on leur donne beaucoup d'argent, et à leur tour, mon grand-père aussi était fautif, hein, c'est clair. Il donnait de l'argent, il manipulait ces prêtres vaudous, alors vous devez vous taire, vous devez essayer de leur dire la pierre elle est blanche. Alors, j'avais essayé de démanteler tout un réseau. Et mon directeur à l'époque, il avait accepté que l'article paraisse. Alors il m'a dit, Sylvain, tu dois signer cet article. Je dit, mais je le signe, pas de souci. C'est avec toutes les restes possibles. Et après quelques semaines, le directeur est convoqué à la HAC. C'est une institution qui s'occupe des journalistes. Il dit, voilà, si des journalistes ont des problèmes par rapport à la parution, c'est cette institution qui doit régler ce problème. Alors du coup, on voulait bien faire la peau à celui qui a écrit cet article-là. Le pourquoi. Où est-ce qu'il a eu ces informations-là? C'est là où a commencé mes problèmes. Donc, il y avait tout un plan, soit on m'arrête, soit on organise tout un procès pour me mettre en prison. Et j'avais la chance d'être un petit peu éveillé et voyant le danger venir, je me suis dit, il faut que je me réfugie pour un petit peu, voie de clair. Là, j'ai fui Lomé, la capitale, pour aller au village. Puis très loin, c'est là où j'ai appris qu'on est venu me chercher à Lomé au Togo. J'ai commencé déjà à dire, ah, ça commence. J'ai fui le Togo directement, je suis allé au Ghana. Le Ghana, c'est à côté du Togo, c'est pas loin. C'est à côté, c'est quelques kilomètres. Donc je suis allé au Ghana. J'ai téléphoné ma femme. Plus tard, je l'ai dit, écoute, tu connais bien mon ami Vincent, hein? Je suis chez lui. Je n'ai pas voulu lui dire ça au téléphone parce qu'on pourrait être sur écoute. Du coup, elle a compris que je suis au Ghana. Et après, en tant que journaliste, j'avais déjà des contacts avec Reporters sans frontières en France. Je les ai tout de suite envoyé un mail. J'ai expliqué mon problème puisque j'avais des preuves. Du coup, Reporters sans frontières à l'époque, ils m'ont conseillé d'aller déposer ma demande d'asile à l'ambassade de Suisse à Accra. Maintenant, je pense que cette procédure n'existe plus. Donc, malheureusement. Donc, du coup, j'ai fait cette demande à l'ambassade de Suisse à Accra. Je vous dis la vérité, je dirais qu'à l'époque, j'étais un réfugié politique exceptionnel. Et on voulait que je dormais à l'ambassade. Bravo encore à la Suisse, un pays de paix, de sécurité. Et je suis en Suisse aujourd'hui. Ce n'est pas le paradis, mais d'abord, j'ai la sécurité, ça me plaît beaucoup. Et merci aussi à Alain qui m'a aussi invité pour que j'explique ce que c'est que la dictature de chez moi au Togo. Donc, 2 semaines après, j'ai eu le visa suisse avec ma femme qui m'a rejoint un peu plus tard, quelques semaines plus tard, et on a pris le vol Accra-Genève. Mesdames et messieurs, la première intégration, c'est le froid. Je devais affronter le froid. Et c'est ma première intégration. Au Togo, il faisait presque 35 degrés, hein, jusqu'à 38 degrés. Je ne connaissais jamais la neige. Je le voyais seulement à la télévision. Donc pour moi, je savais que je venais en Suisse. Oui, il faisait froid, mais je ne me suis pas habillé comme il faut. Hein. Pour moi, je me suis bien habillé. À la sortie de l'aéroport, d'abord, il y a eu cette exemple exceptionnel qui s'est passé à l'aéroport. On n'avait pas de passeport.
je n'avais pas de passeport à l'époque. Alors le visa était mis sous forme de tampon sur un papier format A4. C'était exceptionnel. Le policier me dit, mais écoutez, restez là d'abord. Le policier a fait passer beaucoup de personnes parce que lui trouvait cette situation anormale. Comment un visa peut être mis sous forme de tampon sur forme A4? Il a mis du temps à téléphoner, tout ça. Là, ah, c'est sérieux ça. J'ai tout contrôlé, tout est en ordre. Vous devez là maintenant chercher un centre de réfugiés politiques. Ah bon? Je pensais qu'on devait me loger quelque part. Il dit non. Vous devez aller à Ballon. C'est où Ballon? Je sors, c'est le froid qui m'accueille. Je retourne. Où est-ce que je dois aller? On me montre un plan. Au Togo, franchement, j'ai été à l'école, mais je ne sais pas lire un plan. Parce que chez nous au Togo, il n'y a pas tellement un plan. Pour se situer, c'est vite fait. À gauche, il y a un grand table là-bas, tourner à gauche, à droite, c'est bon. Un plan, pour nous au Togo, c'est pas l'idéal. Du coup, je n'ai pas cette habilité de lire un plan. Donc, je me suis fait aider par des passagers. Heureusement qu'à Genève, on parle du français. Ça va. Donc, plus tard, j'ai retrouvé Valor. Valor, c'est comme la prison. Je vous dis une vérité. On nous a séparés, ma femme et moi. On était presque 16 personnes dans un local. Le matin, réveillez-vous, messieurs. Réveillez-vous. Ah bon, ça c'est la Suisse, ça. J'ai jamais rêvé ça. J'ai jamais imaginé que c'était ça. Vu que j'ai eu un visa suisse à l'ambassade de Suisse à Accra, j'ai jamais pensé que je devais affronter encore une autre vie que je ne voulais pas. Heureusement qu'on a passé que 13 jours. Alors, c'est tout simplement parce que j'avais aussi demandé le visa suisse depuis l'ambassade de Suisse à Accra. C'était un dossier exceptionnel. Puisque à l'époque, des gens passaient près de 2 mois, ou voire peut-être plus de 2 mois là-bas, à Valor. Un matin, au réveil, vous devez partir du centre. On vous donne 2 tickets de billets de train. Vous devez aller où? Je lis Haro. Je n'ai jamais imaginé que Haro, c'est de l'allemand qu'on parle. Étant journaliste, même au Togo, l'idée ne m'est jamais venue. On connaissait Genève, Fribourg, tout ça là-bas. J'ai jamais pensé qu'en Suisse, qu'on parle 4 langues. Je n'ai jamais imaginé. Donc, du coup, Haro, c'est où? On a Lausanne, Fribourg et à Berne, ça commence à parler l'allemand. On va où? Je n'ai jamais appris l'allemand. Je me suis rendu compte qu'Haro, ça se parle qu'en allemand. Pas un seul mot en français. On me donne un plan pour chercher un centre de réfugiés politiques. Je ne sais pas lire un plan. Je ne sais pas non plus parler d'allemand. L'anglais, je ne l'aime pas tellement bien. J'approche des gens pour m'aider. Personne ne veut m'aider. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il faisait froid, mesdames et messieurs. Imaginez un Africain qui n'a jamais connu le froid. Même si j'étais bien habillé, mais c'était la galère. Ça, c'était ma première intégration. La gare, normalement, c'était à 8 minutes à pied. Mais comme je ne savais pas lire le plan, on a fait un tour pendant presque 1 heure. Et finalement, c'était un Érythréen qui nous a aidés, qui connaissait ce centre, à Kenhelfield. Ça, je regardais jusqu'à là, parce que j'avais tellement froid que c'était comme s'il nous a aidés. Et on a enfin trouvé ce centre de réfugiés politiques. On a fait 3 mois après. Là, on a quitté. Et le 4e mois, et comme je le dis, mon cas était un petit peu exceptionnel. On a eu un permis B, ce qui n'était pas évident pour bon nombre de réfugiés politiques. Ça, il faut que je vous le dise. Les gens ont fait 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas pu avoir un permis B après 4 mois. Alors, il me faut s'intégrer. Pour moi, sans la langue, quand je n'arrive pas à communiquer avec les gens, quand je n'arrive pas à vous demander, madame, vous pouvez m'aider, quand je ne peux pas le dire dans votre langue, comment vous allez me comprendre? On ne peut pas se communiquer, vrai ou pas? Et là, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai dit, ben, il faut que j'apprenne l'allemand. Et je suis allé voir Caritas, je me dis, ben, écoutez, je n'ai jamais appris l'allemand, mais il faut que je m'intègre. J'ai commencé un cours d'allemand, 3 mois, un cours intensif. Qu'est-ce que j'ai raconté comme problème? J'apprends le bon allemand à l'école, et une fois, quand je raconte des gens, au magasin, on parle encore le suisse allemand. Je dis, mais c'est pas la même chose que j'apprends à l'école. C'était pas facile pour moi. C'était pas du tout facile. D'abord, j'ai un problème psychologique. J'ai fui mon pays, j'ai fui mes amis, j'ai fui mes parents. Alors, pour avoir encore une vie facile ici, ça se complique encore la tâche. Sans vous mentir, j'étais mal à prendre. Et les 6 premiers mois que j'ai vécu en Suisse, c'est comme si ma vie était chamboulée. J'étais très actif autour. Manger, dormir, se réveiller. Ça, c'est pas de la vie, ça. J'étais mal à prendre. Mais je me suis dit, il faut que je m'efforce. J'ai fait 6 mois de cours intensifs en allemand. Et plus tard, j'avais le petit allemand pour communiquer un petit peu avec les amis. Je veux bien jouer du football, je le faisais au Togo. Je sais que pour m'intégrer, je ne peux pas m'enfermer chez moi. Je dois sortir, je dois aller vers les gens. Et ce n'était pas aussi facile pour moi d'aller vers les gens. Je parle sa langue de bois. Je suis noir, je suis africain. Comprenez que quand l'Africain approche souvent un blanc, surtout en Argovie, il y a la discrimination. Ça, je le dis. Je l'ai vécu plusieurs fois. Donc, ce n'était pas évident pour moi de m'intégrer, mais j'ai forcé. J'allais à la commune, j'allais jouer avec des amis, et j'étais le seul Africain parmi eux. Des fois, ils étaient contents aussi. Ils étaient contents d'avoir aussi un seul Africain parmi eux qui joue. Et dans le train, quand je croise quelqu'un, je dis, vous pouvez m'aider à faire mon devoir là? Il y a des gens qui m'aident, il y a des gens, ah, ils savent pas. Mais c'est bon. Je sais que sans la langue, je ne peux pas m'intégrer en Suisse. Ça, je me suis forcé. Maintenant, il faut que je travaille. En tant que journaliste, je n'ai jamais travaillé. Quand j'étais à l'école, on faisait des petits jobs, mais je n'ai jamais travaillé en tant qu'ouvrier. Je ne l'ai jamais fait au Togo. Et ici, d'ailleurs, je n'avais plus le moral pour continuer les études comme il faut. J'ai découvert une radio là-bas, en Argovie à Aro, une radio qui donne l'opportunité aux étrangers, animateurs de radio ou journalistes, de s'intégrer. Et heureusement, la chef parlait le français. Et là, depuis 2006, j'ai découvert cette radio et j'anime cette émission qui s'appelle Fenêtre sur l'Afrique. Nous parlons de la politique africaine, culture et de beaucoup de choses, de l'intégration aussi des Africains. Donc, là, je me suis dit, bravo pour moi aussi, maintenant. Ça, c'est ma passion. La radio, c'est ma passion. Mais c'était un travail bénévole, ça ne me plaît pas. Il faut que je travaille, il faut que je nourrisse aussi ma famille. J'ai commencé à travailler en tant qu'ouvrier simple dans une entreprise de métallurgie. Et plus tard, ma femme n'arrivait pas à s'intégrer. On a dû changer de canton et depuis 2008, on habite Fribourg. Et à Fribourg, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'avais écrit auparavant presque 80 lettres pour chercher une place d'apprentissage en tant que logisticien. Pas une seule réponse, pas une seule convocation. Qu'est-ce que je fais? Il y a Ozar qui m'a aidé à faire une formation de base en logistique qui a coûté très cher. Après ça, je n'ai pas trouvé de travail. Je ne trouvais que des petites missions temporaires. Mais j'ai continué, j'ai bataillé. J'ai fait des missions temporaires pendant 2 ans ailleurs, une année là, une année là. Et jusqu'à maintenant, j'ai forcé, j'ai dit, il faut que je m'intègre sur le plan professionnel parce que pour moi, sans le travail, l'homme n'est rien du tout. Donc, j'ai eu presque 6 ans en logistique. J'ai déposé il y a quelques mois en arrière ma validation des acquis pour avoir le CFC et c'est en cours. Le dossier est accepté, l'examen est passé. Si tout va bien l'année prochaine, je veux le CFC en tant que logisticien. Et là, je suis en mission temporaire encore chez Nestlé à Meaux
et ça fait des années que je travaille aussi avec eux. Sur le plan professionnel, je me dirais que ce qu'on appelle de la discrimination, ça on ne peut jamais l'éviter. Partout ailleurs au monde entier, il y a la discrimination. Mais ce qu'on peut partager ensemble, ce sont nos expériences sur le plan professionnel et social. Et quand quelqu'un mérite un poste, ce n'est pas qu'il est noir, ce n'est pas qu'il est ça, qu'il faut l'écarter. Pour moi, c'est ça, c'est ce combat que je voudrais que nous tous, que nous le fassions ensemble. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, puisque s'il faut aller dans les détails de mon histoire, de pourquoi je suis en Suisse, c'est une longue histoire qui me cœur aussi.